Madame, monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Gouvernement, centrales syndicales et CGEM se sont retrouvés aujourd'hui pour un nouveau round du dialogue social. À l'ordre du jour, l'épineux dossier de la loi sur la grève. Le gouvernement fait part de son optimisme quant à la conclusion d'un accord à ce sujet. Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération se poursuit sur le terrain. Au programme, questionnaire et collecte des informations. Nous suivrons l'exemple dans la province de Smara où 83 enquêteurs, 25 contrôleurs et 3 superviseurs sont engagés dans cette opération d'envergure. Nous parlerons gastronomie. Il s'agit de TOC Afrique qui réunit cette année les plus éminents talents africains pour 2 compétitions continentales, la Coupe d'Afrique de la pâtisserie et le Bocuse d'or Afrique que le Maroc a brillamment remporté, suivi des îles Maurice et de l'Égypte. Nouveau round du dialogue social. Les réunions entre gouvernement, centrales syndicales et la CGEM ont repris aujourd'hui. Les discussions ont porté sur l'épineux dossier de la loi sur la grève. Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a fait part de progrès significatifs. Sofia Fegroud et Khadija El Jameli. Il fait l'objet de négociations aussi intenses qu'inclusive. Près de 20 mois et pas moins de 65 réunions pour se mettre d'accord sur un projet de loi organique qui fixe les modalités d'exercice du droit à la grève. Pour cette session de septembre du dialogue social, le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives, le patronat et la Comader se retrouvent une nouvelle fois à la table des négociations. Les discussions portent sur plusieurs sujets majeurs. D'abord, la définition même de la grève. Celle qui prendrait en considération un référentiel des droits de l'homme, de la Constitution, mais également de toute la jurisprudence à l'échelle internationale. Nous avons également abordé la question de qui peut appeler à la grève, parce que nous ne voulons pas d'une loi restrictive. Et nous avons aussi abordé la question des délais et des procédures de la grève, parce qu'il faut que ces délais et ces procédures, il faut qu'ils correspondent à la réalité de l'exercice de ce droit à l'échelle nationale. Nous avons aussi abordé beaucoup de sujets très pratiques. Très pratiques, comme le niveau du service minimum et la manière d'exercer un certain nombre d'attributions liées à l'exercice du droit de grève. Le gouvernement dit être prêt à interagir de manière favorable et volontariste avec les propositions des syndicats. Ces derniers constatent un progrès, mais relèvent d'autres points de désaccord. Nous en sommes encore aux négociations. Nous avons franchi des étapes importantes, il y a du progrès, mais il reste encore des points de désaccord. Nous saluons le gouvernement pour la mise en œuvre du dialogue social. Il y a une volonté commune pour aboutir à un projet de loi consensuel. Nos revendications sont claires. Un texte qui garantit le droit à la grève et qui ne l'entrave pas. Un texte qui garantit l'équilibre des droits et des devoirs. Un texte qui protège les travailleurs, puisque le projet précédent, datant de 2016, prévoyait des peines privatives de liberté et des amendes. Nous avons donc franchi des étapes importantes. Lors des rencontres du dialogue social, nous allons maintenir notre position consistant à dire que le droit de grève va de pair avec le droit syndical. Il faut donc respecter la liberté syndicale, bien sûr dans le respect des conventions internationales et de la Constitution. Il s'agit donc de garantir les droits légitimes des travailleuses et travailleurs, mais sans oublier l'employeur. Le patronat se réjouit d'ailleurs du débat sur le droit de grève. Cette large conversation et débat autour de ce projet de loi sur la grève ne fait que le renforcer et lui donner encore plus de légitimité. Et à ce titre-là, je voudrais remercier le ministère pour ses efforts que je n'ai jamais vus dans aucun autre mandat. Et pour cela, il faut dire que nous-mêmes, également à la CGM, nous avons donné l'exemple en respectant tous les engagements qu'on a pris dans le cadre de 2 accords sociaux, celui de 2022 et de 2024. Ce dialogue social n'est pas qu'une suite de rounds de négociations.
Il se veut aussi un espace consultatif. Les avis des instances constitutionnelles qui ont été saisis, notamment celui du Conseil économique, social et environnemental, seront pris en considération dans l'élaboration de la mouture finale. Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération en est déjà à son 13e jour. Elle se poursuit à la faveur d'un engagement actif des agents du recensement. Certains d'entre eux vivent cette expérience pour la première fois, mais ne manquent pas pour autant d'habilité. D'autres sont rodés à la tâche. Alors voyons l'exemple à Smara où 83 enquêteurs, 25 contrôleurs et 3 superviseurs sont engagés dans cette opération d'envergure. Reportage Youssef Zawati, Mahjoub Kaziza et Zakaria Mokimbil. Chaque matin, les agents chargés du recensement tiennent une réunion de briefing dans ce centre dédié à Smara. Objectif, actualiser et prévoir les mesures à mettre en place pour la collecte des données. Et c'est parti pour une tournée dans les différents quartiers et boulevards de la ville, à la rencontre des citoyens. Au programme, questionnaire et collecte des informations sur les conditions des habitants. Cette année, nous avons l'avantage d'avoir avec nous des cadres expérimentés qui ont acquis de solides compétences lors des précédents recensements. Cela contribue à la réussite de l'opération, aussi bien pour la réalisation que l'encadrement des nouveaux enquêteurs et contrôleurs. Le recensement de 2014 s'était bien passé. Et cela en dépit de difficultés telles que l'adoption de formulaires en papier. Cette année, l'opération est numérisée. L'équipe rassemble des jeunes qui font leur première expérience de recensement et aussi des cadres expérimentés rompus à l'exercice. Opérationnels et solidaires, les agents se serrent les coudes et partagent informations et bonnes pratiques pour mener à bien leur mission. J'ai déjà participé à cette opération par le passé. J'ai postulé et j'ai été sélectionné par le Haut Commissariat au Plan. D'autres personnes débutent dans le domaine. Ensemble, nous faisons équipe. C'est ma première expérience. Au cours de la formation, les enquêteurs qui ont participé en 2014 nous ont mis au courant des difficultés sur le terrain. Ils nous ont également initiés à la manière de saisir les informations sur l'application. Des heures durant, les agents chargés du recensement passent de quartier en quartier. À Smara, 83 enquêteurs, 25 contrôleurs et 3 superviseurs sont engagés dans cette opération d'envergure qui se poursuit jusqu'au 30 courant dans l'ensemble du royaume. En duplex avec nous ce soir, Rachid Boussaïd, il est directeur régional HCP Fès Meknès. C'est Rachid, bonsoir. Alors, ma première question, quelle est la nature et le type de données collectées par... Bonsoir. Je le disais, quelle est donc la nature et le type de données collectées par les agents chargés du recensement général de la population et de l'habitat actuel, se rapportant aux conditions de vie de la population et des ménages? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Le recensement général de la population et de l'habitat constitue une réelle opportunité pour appréhender une série de caractéristiques socio-économiques et démographiques ainsi que les conditions de vie de la population. Si l'on s'y limite aux seuls aspects directement liés aux conditions de vie de la population, le recensement général, à travers des questions posées sur le logement, vise essentiellement à saisir le degré de raccordement des populations à certains services de base comme l'eau, l'électricité, l'assainissement liquide et solide. Et à ce niveau, un intérêt particulier est porté sur le raccordement des ménages au réseau public d'assainissement d'eau et d'électricité, car ces réseaux sont les seuls qui peuvent qui peuvent assurer la continuité et la qualité de ces services. Pour le milieu rural, en plus des questions posées au milieu urbain, on ajoute un ensemble de questions
se rapportant aux conditions d'accès à la population, notamment en se renseignant sur la distance qui sépare le ménage de la plus proche école, du plus proche hôpital ou centre de santé ou de la plus proche route goudronnée. Alors, une fois traités et publiés, comment les résultats peuvent-ils contribuer à orienter les politiques et les programmes publics visant à améliorer donc les conditions de vie de la population ? Une fois le recensement achevé, les données collectées sont traitées et analysées. Le Haut Commissariat au Plan aura la possibilité de les diffuser et de les traduire sous forme de chiffres, d'indicateurs, de tableaux, de graphiques et de cartes à caractère analytique sur la situation réelle des niveaux de vie de la population. Et il est certain que ces indicateurs et ces résultats seront publiés selon un ensemble de territoires et selon les divisions administratives du pays, en commençant par le niveau national qui va assurer de faire des comparaisons avec d'autres pays, notamment les économies émergentes et les pays en développement, en passant par les deux milieux de résidence urbains et rural pour nous permettre de comprendre les disparités spatiales et sociales entre la ville et la campagne, entre les zones montagneuses et les zones de plaine, pour finir à des niveaux géographiques très fins, comme la région, la commune et pourquoi pas le douar et le quartier. Et à travers ces informations, les responsables à tous les niveaux possibles peuvent les utiliser pour définir de nouvelles priorités et pour mettre en place des plans de développement et des plans d'action susceptibles d'assurer un développement économique et social intégré. Alors, M. Rachid Boussaïd, au niveau régional et local, les résultats et les indicateurs issus de l'actuel recensement général en rapport avec les conditions de vie de la population peuvent-ils servir et contribuer au processus de la planification régionale ? Le recensement général de la population et de l'habitat est l'unique opération statistique de par son exhaustivité et son intérêt pour des questions multiples d'ordre économique et social, est le seul qui peut fournir une image fidèle et fiable des transformations démographiques et socio-économiques et des conditions de vie de la population. Et il est certain, pour mettre en place des plans de développement régionaux et locaux, il est certain qu'on doit passer par la mise en place de diagnostics territoriaux et sociaux et économiques de la région ou de la commune concernée. Et il est aussi certain que ces diagnostics territoriaux et socio-économiques ne peuvent être mis en place en l'absence d'informations statistiques régionales et locales d'ordre économique, démographique et social. D'où l'intérêt important du recensement général, car c'est la seule opération qui permet d'offrir ce genre d'indicateurs et d'approches permettant aux responsables d'identifier les déséquilibres sociaux et en même temps d'évaluer les performances et les échecs précédents pour définir des plans de développement en mesure de répondre aux besoins et aux aspirations de la population locale. Monsieur Rachid Boussaïd, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Fès. Je rappelle, vous êtes directeur régional HCP de la région Fès-Meknès. Merci.
Direction Genève, des ONG appellent la communauté internationale à faire pression sur l'Algérie afin que soient garantis les droits fondamentaux des populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Cet appel est lancé lors du débat général sur le rapport annuel du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme consacré à la situation des droits de l'homme dans le monde, et ce à l'occasion de la 57e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient sous la présidence du Maroc. Les ONG alertent sur les conditions humanitaires préoccupantes dans les camps de Tindouf où les populations séquestrées endurent des violations graves de leurs droits les plus élémentaires, mais aussi du détournement systématique des aides de la part des dirigeants du Polisario avec la complicité de l'armée algérienne qui assiège les camps pour empêcher toute sortie. Ponctuées de témoignages poignants, leur intervention pointe notamment les campagnes de répression menées à l'encontre des jeunes qui osent, au péril de leur vie, dénoncer ces agissements sur les réseaux sociaux, citant les nombreux cas d'enlèvement, de disparition arbitraire et de torture dont ils sont victimes, en plus du manque criant de denrées alimentaires. Direction à présent Berkane, où s'est ouverte hier soir à Madar la 19e rencontre mondiale du soufisme, organisée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'initiative de la Tariqa Qadiriya Boutchichia et la fondation El Multaqa. Cette édition est placée sous le thème du soufisme et du devenir des valeurs à l'ère de l'intelligence artificielle. L'événement réunit plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels du monde entier et s'inscrit dans le cadre de la célébration de Eid al-Mawlid Nabawi. Jusqu'au 16 de ce mois, les participants engageront un débat sur les moyens même de permettre de tirer profit des nouvelles technologies en préservant les valeurs éthiques et humaines. L'idée est d'adopter une approche qui assure un équilibre entre le recours aux bienfaits des technologies modernes et l'attachement aux valeurs spirituelles, éthiques et morales. La rencontre prévoit également une série d'activités parallèles, dont un concours de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, un forum des jeunes de la Tariqa, un concours de poésie et des textes soufis et une exposition de livres. À l'international, ce soir, Gaza toujours sous les bombes de l'armée israélienne. Les proches de Palestiniens tués par une frappe aérienne à Touba, ville de Cisjordanie occupée, ont organisé donc des funérailles aujourd'hui après le retrait des forces israéliennes à la suite donc d'un raid dans le territoire palestinien. Cette situation qui se détériore de plus en plus dans les territoires occupés ne cesse de préoccuper la communauté internationale. À Madrid, des représentants de pays arabes et européens, dont le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, ont de nouveau plaidé à Madrid pour faire avancer la solution dite à deux États, l'un palestinien, l'autre israélien. L'Asie du Sud-Est face au ravage du typhon Yagi qui a entraîné la mort de 200 personnes, inondé des quartiers entiers et détruit nombre d'infrastructures après son passage au Vietnam, en Birmanie. En Thaïlande, le typhon a provoqué des glissements de terrain meurtriers et des crues dans de nombreuses rivières. Le bilan s'est alourdi à 9 morts. Plus au nord, le district de Mae Sey, à la frontière avec la Birmanie, connaît ses pires inondations depuis 80 ans, selon les autorités locales. L'armée thaïlandaise a été mobilisée pour porter secours aux victimes. Direction la France à présent, 400 hectares partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales. Un ordre d'évacuation préventive d'une partie du village de Castelnou, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, a été décrété, attisé par un vent soufflant à 70 km/h. Le feu a rapidement parcouru la végétation. Sur les lieux, la circulation a été coupée sur une route départementale. 800 pompiers ont été dépêchés sur les lieux, appuyés par une dizaine d'hélicoptères et avions bombardiers d'eau. Cet incendie survient alors que les Pyrénées-Orientales sont soumis pour la 3e année consécutive à une forte sécheresse.
Retour chez nous, Marrakech à l'heure de la gastronomie africaine. Tok Africa est un rendez-vous incontournable du calendrier culinaire international. La manifestation organisée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI réunit les plus éminents talents africains pour 2 compétitions continentales, le Blocus d'or d'Afrique et la Coupe d'Afrique de la pâtisserie. Et vous allez le voir, le Maroc s'est bien distingué lors de ce rendez-vous culinaire. Il a eu le mérite de décrocher le prestigieux prix du Bocuse d'or d'Afrique. Reportage Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui. Le récit est signé Dominique Orlando. Ils ont effectivement de quoi être fiers d'avoir remporté ce prestigieux prix Bocuse Afrique qui récompense les meilleurs cuisiniers du continent. Et ils ont été pour cela scrutés et observés par un jury de chefs émérites conviés à cette occasion dans la cité ocre qui semble lieu tout désigné pour un tel banquet. Cette année, c'est le Maroc qui remporte haut la main, on va dire quand même, enfin pour moi. Et une belle prestation où on a retrouvé tous les arômes. Et pour cela, leur a-t-il fallu beaucoup de dextérité imposée par les règles de ce concours qui devait comprendre la réalisation d'un menu complet, incluant entrée, plat principal et dessert, le tout en un temps n'excédant pas les 5h35. Le Maroc, c'est une civilisation, une culture vieille de plus de 12 siècles. Voilà pourquoi c'était une lourde responsabilité. Il nous fallait représenter notre pays de la meilleure des façons possibles. C'est l'une des plus grandes manifestations culinaires à l'échelle du continent. Elle permettra aux vainqueurs ici à Marrakech d'exporter leur savoir-faire et de faire partager leur gastronomie à travers le monde. L'équivalent d'une Olympiade culinaire avec son podium à 3 places auréolé de ses médailles aux couleurs diverses. Ce sont pourtant uniquement les 2 premiers pays dans chaque catégorie qui auront le privilège de représenter leur nation en 2025 à l'occasion de la version internationale de cette compétition qui aura lieu à Lyon, au centre quasi exact de la France. Voilà, bravo à nos chefs cuisiniers et pâtissiers. Nostalgia souffle sa 2e bougie. La manifestation livre cette année un récit captivant sur l'histoire du site archéologique du Chella. Chella qui a été l'écrin portant ce rendez-vous à Rabat. Et c'est sous un ciel étoilé que des drones ont plongé les spectateurs dans un voyage immersif à travers le temps, redécouvrant les splendeurs et les mystères de cette époque mérinide du site. Reportage Zakaria Mokhinbillah. Le site historique de Chella, illuminé par les splendeurs de l'histoire et de la civilisation. Sous un ciel étoilé, des drones coordonnés en une chorégraphie synchronisée. Une façon de promouvoir le patrimoine culturel marocain en le présentant d'une manière innovante. Le programme Nostalgia connaît depuis son lancement en 2022 un réel engouement de la part des Marocains. Ce spectacle livre des récits captivants sur l'histoire du royaume et son riche patrimoine culturel. Accompagné par la voix féerique de l'artiste Nabila Mahan, ces shows de drones racontent une période historique significative de l'ère des Mérinides. Les spectateurs sont invités à un voyage à travers les époques pour redécouvrir ses splendeurs et richesses.
Ces spectacles de drones ont lieu dans ce site historique à forte charge symbolique. L'occasion de découvrir une partie de l'histoire des Mérinides dans cette région. Le programme Nostalgia s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère en faveur de la promotion des industries culturelles. Ces spectacles exceptionnels de drones se poursuivront jusqu'à dimanche avec 3 représentations historiques par jour à 21h, 22 et 23h. Une initiative destinée à permettre aux citoyens et aux visiteurs de découvrir autrement l'histoire des sites archéologiques du royaume. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée et à bientôt.